Innovation de l'AST, donc qui a été cette fois co-organisé par, d'une part, le comité de la recherche de l'AST, qui est présidé par Étienne Paul de l'INSEP Toulouse et qui co-anime avec moi ce webcafé, et la CREMA, Commission ressources en eau et milieux aquatiques, qui est animée par Éric Chanal. Donc moi, je suis Adèle Bressy, je suis chercheuse au laboratoire Eau, Environnement et Systèmes urbains et membre du comité de la recherche de l'AST. Donc avant de lancer les présentations, je vais vous parler un peu de l'organisation. D'abord, le webcafé, comme vous l'avez vu, est enregistré. On vous demande si possible de couper les caméras et micros pour éviter toutes les perturbations. Par contre, sentez-vous libre de mettre des commentaires ou des questions dans le chat pendant les exposés et pendant la discussion. Et nous aurons à la fin des exposés une trentaine de minutes pour poser les questions et y répondre et discuter. Donc ce sera Étienne qui animera les questions, qui transmettra vos questions avant d'y répondre. Donc, on va commencer le séminaire. D'abord, ce qu'on vise dans ces webcafés, c'est vraiment de coupler le point de vue des chercheurs et des opérationnels sur une thématique et à montrer ce que peut apporter la recherche sur les sujets pratiques. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des rivières intermittentes et de l'urgence qu'il y a à les intégrer aux politiques de gestion de l'eau et de l'environnement. Et pour présenter ces différents aspects, nous allons accueillir Michel Laforgue de AIGECO et Suez Consulting pour l'introduction, Thibaut Datry, qui est directeur de recherche à l'INRAE, équipe EcoFlow, et Benoît Terrier, agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse. Donc je laisse tout de suite la parole à Michel pour introduire le sujet. Bonjour à tous. Donc c'est un sujet qui est particulièrement crucial et qui est en devenir avec le changement climatique. Et donc c'était l'objet de faire un focus sur ce sujet qui a été masqué pendant de nombreuses décennies en fait, et comme on le verra, qui pourtant a des enjeux importants au niveau de la planète. Tout d'abord, on constate, si vous voyez la carte un petit peu de l'état en fait de l'intermittence, on constate en fait que ça concerne tous les continents, à des degrés plus ou moins forts suivant les régions. Alors l'intermittence, c'est un cours d'eau en fait qui cesse périodiquement de s'écouler sur une partie ou la totalité de son parcours, donc ça ne veut pas dire qu'il est à sec sur la totalité du parcours. Ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas d'eau qui coule non plus, parce qu'elle peut couler en sous-sol. Ça veut simplement dire qu'en surface, on a pendant des périodes plus ou moins longues en fait une eau qui ne coule pas. Ça peut être d'origine naturelle comme d'origine anthropique, et les pourcentages affectés sont très variables en fonction des endroits, des pays. Et si on regarde la France, on a une idée reçue en fait sur le fait que ça concernait, par le passé, on avait l'impression que ça concernait que le littoral méditerranéen, et en réalité, c'est pas le cas. Si vous voyez la carte qui est à droite, en fait, vous voyez une situation d'il y a une dizaine d'années où on voyait déjà en fait des cours d'eau intermittents, y compris sur l'ouest de la France, en Bretagne, qui est réputé avoir des pluies régulièrement. Ça dépend d'éléments contextuels, mais on peut avoir des cours d'eau intermittents un petit peu partout. Ça peut être le résultat aussi d'un soutirage excessif sur les aquifères, en fait, qui assèchent périodiquement les cours d'eau en superficiel. La carte qui est à gauche vous montre l'état de l'été 2022, avec une situation critique en fait qui concerne pratiquement toute la France, et on voit de plus en plus en fait cette problématique de stress hydrique perdurer à l'échelle de l'Hexagone, et on pourrait dire à l'échelle européenne aussi, puisque ça ne concerne pas uniquement la France. Et ça va s'accroître avec le temps, et donc il y a un vrai enjeu à se poser la question de savoir quels sont les drivers en fait de cette intermittence, et puis qu'est-ce que ça a comme conséquence en fait en pratique. Alors, une idée reçue forte à ce sujet-là, c'est de dire que l'eau, bah, si elle ne coule pas en surface, ça veut dire qu'il n'y a pas d'écoulement, et puis bah, les espèces aquatiques, elles ont disparu. Alors ça, c'est totalement faux, puisque très souvent, on a un écoulement subsurfacique qu'on appelle hyporéique, en fait, qui passe au niveau des sédiments, avec de l'eau qui coule à faible profondeur, ou quand elle ne coule pas, au moins elle reste présente, et il y a une partie de la population, en fait, notamment des macro-invertébrés, qui s'y réfugie, et donc qui peut continuer à perdurer. Un deuxième point qui est très important, c'est l'impact de la durée des assèchements. Il y a un impact qui est variable en fonction de la durée des assèchements, en fonction de la longueur des segments qui sont à sec, et ça peut avoir des effets sur plusieurs mois, voire sur un an, avec une hétérogénéité spatiale en fait, des peuplements, de la richesse spécifique. Et globalement, on peut dire que plus un sec dure et plus il y a risque de modification du biotope, avec des espèces qui peuvent être des espèces terrestres et pas forcément des espèces rivulaires. Et dans ce cas-là, ça peut avoir des impacts majeurs en fait sur le fonctionnement une fois la remise en eau effectuée. Une autre idée reçue, c'est le fait que si jamais
on a un ASEC, c'est plus impactant sur l'aval du cours d'eau que sur l'amont. En fait, ce n'est pas le cas puisque les têtes de bassin sont particulièrement sensibles de par la présence en fait de détritivores sur ces têtes de bassin. Et donc, on peut avoir des effets relativement importants en fait sur ces zones qui sont des zones amont. Après, ce qui est très impactant, très important, c'est la présence ou pas de zones de refuge. Alors, vous voyez une photo là où on voit par exemple à droite une zone restant en eau en fait, et ça permet en fait de servir d'abri à des espèces aquatiques en fait, qui peuvent après repeupler en fait le cours d'eau une fois que celui-ci a repris son cours normal. Une autre idée reçue, c'est de dire si jamais il y a à sec, les rejets polluants sont moins impactants et on peut profiter en fait du reliquat d'eau qui est dans la nappe, on peut l'utiliser puisque de toute façon la rivière en fait, il n'y a plus d'eau dans la rivière, donc les espèces aquatiques sont parties ailleurs où elles ont disparu, donc on peut exploiter cette eau qui est dans la nappe affleurante. Ce qui n'est pas vrai, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, il y a des espèces qui se protègent en fait dans les sédiments qui sont en dessous qui sont au niveau du lit et qui sont très importantes pour la recolonisation, et donc c'est particulièrement critique. Un deuxième point qui est crucial, c'est qu'il faut considérer que cette eau en fait qui est souterraine entre guillemets, elle est moins oxygénée que les eaux de surface et donc elle est plus sujette à avoir des problématiques d'oxygène dissous en cas de contamination. Donc, se pose ici la question de la concentration des pollutions quand on a des rejets, par exemple, de stations d'épuration. Et donc, c'est très important de continuer à protéger, en fait, à réduire les pollutions arrivant dans les cours d'eau, y compris quand ils sont intermittents pour ces raisons-là. Dernier point à ce sujet, c'est de dire que si jamais on continue à pomper de l'eau, en fait, on va assécher ces zones-là et donc, de facto, on va détruire, en fait, les habitats de manière beaucoup plus durable. Un point important aussi, c'est de regarder ce qui se passe quand on revient en eau, en fait. Et à ce sujet-là, on a des pics de pollution du fait de la remobilisation de dépôts qu'il pourrait y avoir au niveau des sols. Et donc, dans un premier temps, la première chose qui va se passer, c'est une déstabilisation de la qualité de l'eau d'écosystème du fait de ces apports. Alors, à ce stade, plusieurs questions sont ouvertes. Quel est l'état de la science pour la compréhension du fonctionnement et des dysfonctionnements des écosystèmes aquatiques intermittents? Quelles sont leurs spécificités? Quels sont les moyens d'action? Et on va pouvoir en parler un petit peu dans la suite des présentations sur ces deux questions-là, puisqu'il existe en fait des moyens d'action pour rendre des écosystèmes plus résilients, et donc notamment en lien avec le changement climatique. Et deux questions qui, elles, sont totalement ouvertes et qui, pour l'instant, font l'objet de réflexion au niveau notamment européen, c'est quels sont les bioindicateurs qui permettent de qualifier en fait les cours d'eau intermittents, et c'est tout sauf simple. Et puis, bien évidemment, en lien avec ça, c'est la problématique de la directive cadre européenne et le bon état écologique d'une rivière intermittente. C'est une question qui ne se sont pas posées dans les années 90 quand ils ont commencé à réfléchir à la directive cadre européenne, mais qui est prégnante maintenant du fait de la proportion de plus en plus importante de rivières intermittentes. Alors, dans cette problématique-là, nous envisageons de créer un groupe de travail, en fait, en 2024, groupe de travail de l'AST sur le sujet. Et quand le sujet sera mûr et qu'on lancera le groupe, en fait, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour y participer. Je vais maintenant passer la parole au deuxième intervenant. Je pense qu'il faut que j'arrête le partage de l'écran. Alors, comment est-ce que ça marche, ce truc? Ah, voilà. Hop. Non, il faut que j'arrête ça. Voilà. Bonjour à toutes et tous. Je pense que vous voyez mon transparent à l'écran, vous le voyez? C'est bon. Donc, tu n'avais même pas besoin, Michel, de l'enlever, ça a pris le dessus. Eh ben, bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup, Michel, pour cette introduction très précise qui montre bien la complexité, tant d'un point de vue scientifique que gestion. Alors moi, je ne vais pas rentrer dans du détail de l'écologie, enfin de l'hydroécologie des cours d'eau intermittents, parce qu'en 10 minutes, ça ne serait pas possible. C'est plus un peu une présentation de la problématique, pourquoi c'est complexe, tant d'un point de vue scientifique que d'un point de vue de gestion. Je ne vais pas parler de rivières intermittentes parce que, comme Michel l'a souligné, en fait, il faut partir du postulat que tous les réseaux hydrographiques ont des segments intermittents, ne serait-ce que dans les têtes de bassin versant, du fait des cycles de contraction-expansion, du petit chevelu. Donc, en fait, toute rivière a une partie qui est intermittente. Et le problème, c'est que si on n'en tient pas compte, eh ben, on a du mal à pouvoir comprendre ce qui se passe d'un point de vue scientifique
scientifiques, ne serait-ce que sur l'hydrologie, sur les liens avec les eaux souterraines, sur l'écologie, sur la biogéochimie, sur les services rendus par les cours d'eau, etc. Donc il y a vraiment un enjeu à les prendre en compte et c'est pas simple, je vais vous montrer pourquoi, même s'il y a de plus en plus d'actions de recherche avec du transfert vers les gestionnaires, donc on est plutôt vers une courbe très positive. Alors, je suppose que... Voilà. Donc, je reprends les deux cartes que Michel a présentées. Donc, on sait qu'ils sont prévalents. Donc, ça, c'est tout neuf. 2021, c'était il y a 2 ans. En fait, plus de la moitié du linéaire au niveau mondial est intermittent. Et c'est très conservatif comme estimation parce qu'à ces échelles-là, on est incapable de voir le petit chevelu, justement, qui représente 70% du linéaire et qui est en grande majorité intermittent. Même chose en France. On avait fait des modélisations avec des collègues en 2013, où en fait, ça casse quand même plusieurs a priori, comme l'a présenté Michel. En fait, ce n'est pas du tout l'apanage des milieux méditerranéens, même si évidemment 80% des cours d'eau dans le pourtour méditerranéen sont intermittents. Mais vous voyez que la densité la plus importante de cours d'eau intermittents, de segments intermittents en France, est en Bretagne et sur la façade atlantique. Donc ça casse un petit peu les idées reçues. Évidemment, ce n'est pas facile parce qu'en fait, on ne sait pas trop faire. On ne sait pas trop faire parce qu'il y a de l'intermittence naturelle qui est prévalente, très importante. S'ajoute à ça le changement climatique qui augmente cette intermittence naturelle. Et évidemment, l'intermittence qui n'est pas naturelle. Typiquement, il y a des zones qui subissent une aridification, qui s'assèchent de plus en plus. On a des shifts de tronçons qui étaient pérennes qui commencent à s'assécher. Évidemment, dans les endroits où les besoins en eau sont massifs et en augmentation, on assèche les rivières. Et ça, c'est très récent. On l'a vu au cours des derniers étés, notamment en Europe. Un exemple flagrant, c'est qu'au cours de ces 40 dernières années, 7 des plus grands fleuves, c'est-à-dire les rivières qui se jettent dans la mer, se sont asséchés. Donc ça, c'est aussi une problématique nouvelle. Je pense que vous avez bien entendu parler du Colorado avec des efforts d'essayer de le reconnecter en lâchant de l'eau en amont, mais ça ne marche pas, ou pas assez. Ce qu'on voit très bien aussi, c'est malheureusement les conséquences, qu'elles soient environnementales, sociologiques, économiques et politiques. Environnementales, vous avez tous vu pendant les étés passés ou à l'étranger des morts massifs de poissons. Je pense à la photo en bas, là, c'est des poissons australiens qui vivent 100 ans en fait. Et il y a eu des tonnes et des tonnes qui sont morts suite à un épisode de Blackwater, j'en parlais un petit peu tout à l'heure. La Loire, cette année, c'est l'Amazone. Vous avez sans doute entendu parler que l'Amazone et tous ses affluents est en train de s'assécher de manière sévère. Ça met en péril les populations. Il y a un impact très fort sur la faune aquatique et terrestre associée au milieu aquatique. Il y a des disputes politiques qui naissent ou qui s'amplifient, et puis il y a des conséquences économiques qui sont très fortes. Il y a un peu une guerre de l'eau qu'on a commencé à voir même en France. Il n'y a pas besoin d'aller à l'étranger. Le gros problème, il est qu'en fait, quand on est écologue aquatique, les outils dont on a à disposition, c'est des concepts et des méthodologies qui ont été développés à partir et pour les cours d'eau pérennes. Ce qui est logique. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça, c'est les grands concepts qu'on a aujourd'hui à disposition. C'est des concepts qui sont basés sur la présence de courants. Or, dans les cours d'eau intermittents, il peut y avoir de l'eau qui ne court pas. Ça peut être des refuges, des espèces de mares déconnectées. Ça peut être de l'eau souterraine dans la zone hyporheique. Il y a une notion de directionnalité amont-aval qui est évidemment logique, mais qui ne marche plus quand on est en présence de discontinuum. Et la présence de continuum qui ne marche pas vraiment. Et puis, c'est tous des concepts qui sont focalisés sur les réponses aquatiques, que ce soit des organismes ou des fonctions écologiques. Or, un cours d'eau intermittent peut très bien être un sol pendant 6 mois, ou tendre vers un sol pendant 6 mois, être un cours d'eau pendant 6 mois. Et comme on est un peu à la marge, on est une espèce d'écotone entre le milieu terrestre et aquatique, les écologues, les scientifiques terrestres aquatiques, ils les ont un peu mis de côté de facto. Ça fait une quinzaine d'années que le retard est en train d'être rattrapé. Donc, ce que je dis là, c'est vraiment... on est en train de le voir changer. Le problème, il est... en fait, on ne peut pas ignorer ces tronçons intermittents quand on veut comprendre ou quand on veut gérer les cours d'eau. Je vous montre un exemple déjà de... Alors ça, c'est un exemple qui vient de Poitou-Charentes. C'est l'intermittence qui n'est pas naturelle, mais qui a été très bien observée pendant plusieurs années. Pour vous montrer un peu la complexité déjà de l'objet quand on est scientifique, quand on a l'image d'un bassin versant avec des affluents, etc. Ça, c'est des observations qui montrent en bleu quand il y a de l'eau qui court, en orange quand il y a de l'eau qui ne court pas, et en rouge quand il n'y a pas plus d'eau du tout.
sur le Poiret, un petit bassin versant de Poitou-Charentes, à tous les 15 jours. Vous voyez l'extrême dynamique, qu'on soit un organisme, qu'on soit un pêcheur, qu'on soit un scientifique, qu'on soit un gestionnaire, quand on a ça sous les yeux, c'est pas simple. Et je vous présente deux petites vidéos qui sont faites, c'est des timelapses qui sont faits avec des pièges photos sur des affluents de l'Albarine dans l'Ain, où on a pas mal travaillé. Et voilà, qui vous montre ce que c'est que réellement la dynamique de l'intermittence, notamment là, on est dans un contexte de petits chevelus, c'est totalement imprévisible, ça change tout le temps, et donc c'est extrêmement fort comme contrainte pour les organismes aquatiques, mais pour les organismes terrestres aussi. Et évidemment, arriver à suivre ça, comme le présentera Benoît, pour faire un suivi notamment de gestion qualitative, c'est extrêmement complexe. Le problème est qu'à chaque fois qu'il y a ces interfaces, alors dans l'espace ou dans le temps, donc là, il y a des photos de ces connexions, hein, on appelle ça des connexions fonctionnelles entre des tronçons en eau et pas en eau, que ce soit dans l'espace ou dans le temps, c'est-à-dire qu'un tronçon, quand il bascule d'un stade en eau à pas en eau ou dans un sac, il se passe des choses très importantes qui ont des conséquences pour tout le bassin versant. Alors, le petit point B, là, c'est pour vous montrer qu'en fait, on a ces exemples-là, on a l'idée que l'intermittence est concentrée dans les têtes de bassin versant, mais ça, c'est faux. Il y a toutes ces typologies qui existent, c'est extrêmement complexe. Ça ne dépend pas forcément du climat, ça peut dépendre de la géologie, ça peut dépendre des usages, etc. Mais à chaque fois qu'on a un peu une transition entre les pointillés et les lignes continues, quel que soit le sens, il se passe des choses d'un point de vue écologique qui sont fondamentales. Il se peut se passer qu'en fait, ces connexions, elles produisent une source de contaminants, une source de matière organique. Je l'illustrerai par la suite. Ça peut être un puits, c'est-à-dire que ça peut piéger du matériel, de l'eau, etc., des sédiments. Ça peut induire un temps de retard. Ça peut être aussi un refuge. Il y a des tronçons intermittents c'est le cas pour certains invertébrés aquatiques en France, c'est le cas pour certains saumons aux États-Unis, qui sont des refuges. En fait, c'est des zones qui sont utilisées pour la reproduction de certains saumons parce qu'il y a un peu d'eau, il y a moins de prédateurs, il y a moins de pression. Et puis, c'est aussi des lieux de transformation de certains flux. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça, mais je vous montre un exemple qui est assez parlant de comment cette connexion, alors là, d'un point de vue temporel, elle peut induire une mise en danger, en tout cas des effets délétères sur tout le bassin versant à l'aval du tronçon concerné. On est sur l'Albarine à l'automne. Mode assèchement, vous pouvez voir sur la photo de gauche le dépôt de matière organique, de feuilles mortes notamment, qui sont déposées. Et en fait, ce qui se passe au moment où il y a la remise en eau, donc là, elle était très sévère. C'est pas de cette année, hein, mais cette année, on a vécu des événements très sévères de remise en eau. En fait, on a toute cette matière organique naturelle, ce bois, qui est remobilisé, qui est transporté à l'aval. Et en fait, on sait que pendant ces moments-là, par exemple, les communautés microbiennes, d'un coup, elles se réactivent et elles émettent des pulses de CO2 par la respiration de la matière organique. Donc là, on a par exemple un événement comme ça, si ça a lieu dans toutes les rivières intermittentes du monde, ça correspond à 10% de ce que émet l'ensemble du réseau hydrographique mondial en termes de CO2 vers l'atmosphère. Donc c'est ce qu'on appelle des moments chauds qui peuvent être très importants. Il peut se passer, ce n'est pas le cas là, mais ça a été le cas en Australie quand il y a eu ces épisodes de Blackwater, qu'il y a tellement de matière organique et de respiration qu'il n'y a plus d'oxygène dans la lame d'eau. Cette lame d'eau, elle peut parcourir des dizaines, des centaines de kilomètres et tuer toute forme de vie aquatique sur son passage, du fait du manque d'oxygène, y compris dans les confluences avec des cours d'eau, des étangs, etc., qui sont connectés. Donc imaginez ce qui se passe aussi sous cette rivière, hein, quand la rivière va se reconnecter à la nappe. Si ce n'était pas des feuilles mortes, mais c'était des polluants, parce que de manière générale, on ne donne pas de valeur très positive aux cours d'eau et aux tronçons asséchés, et ben, tous ces contaminants-là, ils sont distribués dans les eaux, qui soient en surface ou qu'elles soient souterraines, pendant la phase de connexion. Donc c'est pas parce que c'est asséché qu'il n'y a pas une connexion avec le réseau. Le problème, c'est qu'on a eu tendance, parce que c'est complexe, parce qu'on n'a pas eu les outils, les scientifiques n'ont pas produit les outils, à les ignorer dans les approches bassin versant. Il y a encore, vous avez sans doute eu récemment un nouveau modèle de ce que c'est que le cycle d'eau, idéalisé, etc. Il n'y a pas un pointillé sur ces cartes. En fait, c'est encore très difficile pour une grosse partie de la communauté scientifique à se dire, naturellement, en fait, il y a des pointillés sur des cartes. Les cours d'eau, ils ne coulent pas toute l'année. Ils sont mal cartographiés, malgré des efforts énormes. Je pense notamment en France au réseau ONDE, qui est un outil fantastique qui a été mis au point en 2012 par l'OFB. Il y a moins de 3% des stations de la banque hydro qui sont sur des cours d'eau intermittents, alors qu'ils représentent 30 à 40% du linéaire. Ça donne une idée du biais. Ils sont de moins en moins protégés. On n'en parlera pas là en détail, mais il y a un travail de reclassement qui est fait au niveau des départements qui déclassent assez systématiquement les tronçons intermittents du fait de leur intermittence, alors que ces tronçons-là, quand ça coule, ils sont connectés. Donc, c'est assez dangereux.
On n'a pas ou très peu d'outils pour les intégrer en gestion quantitative. Tout ce qui concerne la thématique des débits environnementaux, des débits écologiques au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas faire quand il y a des ASEC, ça pose problème. On n'a pas d'outils, comme on le disait, pour mesurer leur bon état. C'est voire pire si on rejette de l'eau contaminée, comme sur les 2 premières photos, là, des rejets de steppe. Il y en a une en Espagne, une sur l'Albarine. On améliore l'état écologique de la rivière, puisque en amont de ce rejet-là, c'est sec, souvent. Donc, en fait, il y a moins de diversité et il y a moins d'espèces indicatrices que quand on met de l'eau qui est contaminée, pour vous dire le travail qu'il y a à faire. Et en fait, le gros problème, il est que ces tronçons intermittents, ces rivières intermittentes souffrent de perceptions extrêmement négatives qui ont été identifiées. On a travaillé ensemble avec l'agence de l'ORMC notamment pour montrer que c'est des freins à toute action de gestion. Les gestionnaires ne peuvent pas investir, ne peuvent pas s'occuper de tronçons qui sont de toute façon dévalorisés par le public. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut changer. Alors je finis par une slide positive, c'est que c'est un exemple parmi tant d'autres d'évolution vers le haut. Il y a de plus en plus de prise en compte des citoyens de la question d'ASEC. J'ai envie de dire, c'est grâce au réchauffement climatique, les gens ont vu des rivières disparaître et ils commencent à se dire, mince, c'est quoi ça? Puis ils se rendent compte qu'il y en a qui disparaissent naturellement chaque été, etc. Donc on utilise un peu cette masse via de la science participative avec une application qui s'appelle Dry Rivers. Il y en a d'autres qui ont été développés dans plein de pays. C'est plutôt pas mal. Ça a été pris en main par différents syndicats de rivières. Là, je pense au SR3A qui suit, ça c'est le territoire à côté de... Alors Lyon est juste au sud de ces cartes-là, on est dans l'Ain, dans le budget. Et en fait, c'est un outil qui complémente le réseau ONDE pour aller voir l'état d'écoulement des cours d'eau et d'informer le préfet en cas d'alerte. Ça a été mis en place dans plusieurs syndicats de rivières, sur le Chéran, il y a des syndicats de l'ouest de la France qui commencent à s'y mettre. Et en fait, pour les scientifiques, c'est une source de données incroyable parce qu'on a du coup des observations dans des endroits où il n'y aura jamais de station de jaugeage, où il n'y aura pas d'observation onde. Ça nous a permis de caler des modèles hydrologiques pour savoir quand et où il y a de l'eau dans une rivière aujourd'hui et sous différents scénarios climatiques. Évidemment, c'est un support physique essentiel pour pouvoir derrière comprendre un peu l'écologie de ces milieux. Voilà, je m'en arrête là. Je vous remercie de votre attention. Je vais laisser la parole à Benoît qui va prendre le relais sur les aspects de la gestion. J'arrête mon partage, Benoît. Oui, et je vais chercher ma présentation. Que je ne vois pas. Bon, j'ai partagé mon écran. Hop. Qu'est-ce que vous voyez ma présentation? Oui. Oui, c'est bon. Ah. Super. C'est bon. Alors oui, ça a changé d'écran pour moi. Bon, c'est pas grave. Bonjour à tous. Donc, je suis Benoît Terrier. Je suis expert en hydromorphologie des cours d'eau à l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée Corse. Je vais donc vous parler un petit peu du contexte cours d'eau intermittent sur le bassin Rhône-Méditerranée Corse. Et puis vous partager des réflexions et des retours d'expérience sur le sujet. Au niveau de l'Agence de l'eau, ça fait une quinzaine d'années qu'on s'intéresse aux cours d'eau intermittents et qu'on accompagne de la recherche, notamment avec Thibaut Datry, ou qu'on lance des études sur le sujet. Alors, en premier lieu, est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Je voulais vous partager l'histoire du Rio de la Palme dans l'Aude. Donc, c'est un cours d'eau qui fait à peu près 14 km qui se jette dans l'étang de la Palme. Alors, c'est une masse d'eau au sens de la directive cadre européenne sur l'eau, qui n'a pas de pression particulière identifiée sur l'hydromorphologie, pas de prélèvement excessif. Et elle a été intégrée dans le cadre d'une étude qui s'intéressait aux flux de polluants dans les lagunes méditerranéennes. Alors, ce cours d'eau a fait l'objet de 98 tentatives de prélèvement entre janvier 2016 et décembre 2019, à peu près une tentative tous les 15 jours. 95 fois, il a été en ASEC, et donc les prélèvements n'ont pas pu être réalisés. Donc là, vous avez un peu la situation, là, donc le Rio de la Palme qui se jette dans l'étang de la Palme et une vue aérienne. Donc je ne sais pas si, sans mauvais jeu de mots, si le Rio de la Palme a la palme de l'intermittence sur des cours d'eau intermittents sur RMC, mais en tout cas, on est presque sur un fonctionnement qu'on qualifierait d'éphémère, en fait, où l'eau ne s'écoule que quelques semaines ou voire quelques mois, mais là, pendant 2 ans et demi, le cours d'eau a été à sec.
Alors là, je vous présente aussi le résultat d'une analyse qui avait été faite à partir des stations du réseau ONDE de l'Observatoire national des étiages qu'a évoqué Thibault. Donc sur le bassin, on a regardé quelle était la proportion des stations ONDE qui pouvaient être, qui étaient en ASEC. Et donc ce qu'on peut voir, donc les résultats sont agrégés à l'échelle de sous-bassin versant. Ce qu'on peut voir, c'est que le phénomène de l'intermittence, il est vraiment variable dans l'espace et dans le temps, et que on le retrouve sur une grande diversité de contextes, comme ça a été dit par Michel ou Thibault. Ce n'est pas uniquement le pourtour méditerranéen, comme on pouvait se l'imaginer, mais dans le nord du bassin, on voit que le phénomène est aussi bien présent, notamment dans le Val-de-Saône, voilà, dans le Jura et ailleurs. C'est un pêle-mêle de photos. Donc on a, au niveau de l'agence de l'eau, on s'occupe de réseaux de surveillance dans le cadre de la directive cadre européenne sur l'eau. On réalise donc des prélèvements. Et on demande depuis 2-3 ans maintenant aux prestataires, lorsqu'il ne peut pas réaliser son prélèvement, de faire une photo pour justifier de la non-possibilité de prélèvement. Donc on commence à avoir des données sur voilà, le nombre de, enfin l'assèchement des cours d'eau par ce biais-là aussi. Et là, on voit qu'en fait, ça concerne ce que j'illustrais précédemment, mais c'est vraiment là, on est sur le territoire de Belfort en juin, mais on a des assecs en avril, en novembre, en février, en mai, enfin un peu voilà, et un peu partout sur le territoire. Donc on voit que c'est une thématique, une problématique qui est bien présente sur le bassin. Et une problématique qui va être de plus en plus présente, puisque là, donc, ce sont des résultats de modélisation d'état de risque d'assèchement projeté sous changement climatique, qui était réalisé par Eric Sauquet. Et on voit que on va vers une augmentation, alors hétérogène, mais une augmentation globale du risque d'assèchement à venir, qui va être entre autres très prégnant pour notre bassin Rhône-Méditerranée-Corse, avec des assecs qu'on nous prédit plus longs, plus intenses et se déclarant plus tôt d'une manière générale. Alors, faut-il préserver, restaurer les cours d'eau intermittents? Est-ce qu'il faut s'y intéresser? Moi, sur le terrain ou en réunion, dans le cadre de projets, voilà ce que je peux entendre. C'est finalement, à quoi ça sert? De toute façon, voilà, il y a pas d'eau. L'eau, c'est la vie. Là, il n'y a plus d'eau. C'est mort. C'est même de l'argent gâché, en fait. Là, on jette l'argent par la fenêtre quand on s'intéresse à la restauration de ces cours d'eau. Voire même, on pourrait les utiliser, ce qu'on fait parfois, hein. On pourrait en faire une piste de karting ou même un parking de stationnement l'été, par exemple. Je vous montrerai un exemple. Donc ça, c'était ce que je pouvais ressentir en fait dans mon travail. Mais on a eu un projet, comme l'a dit Thibault, sur donc de la zone atelier du bassin du Rhône, qui s'est intéressé aux perceptions autour de ces cours d'eau intermittents. Et ce que clairement le projet a mis en évidence, donc c'était sur le territoire de l'Albarine, proche de Lyon, c'est qu'il y avait une désaffection en fait pour ces cours d'eau, et qu'il y avait de vrais enjeux de revalorisation. Parmi les conclusions de ce projet, c'était donc le fait que les cours d'eau intermittents étaient plutôt perçus comme inesthétiques, impropres aux loisirs, peu vivants. Voilà. Alors ça pouvait susciter une certaine curiosité pour le fait de l'intermittence, mais plutôt des perceptions négatives, dans un contexte de changement global très présent. C'est-à-dire qu'on voit qu'on va vers une tendance sans doute assez lourde par rapport peut-être au développement de l'intermittence. Mais les conclusions, c'est qu'il y avait un vrai besoin de partager des connaissances pour montrer que ces cours d'eau intermittents, ce sont aussi des milieux vivants qui ont leurs spécificités et leurs valeurs, et que ce sont des milieux fragiles. Et donc là, clairement, on a identifié un enjeu très fort de communication autour de ce sujet. Ensuite, je voulais juste mettre une diapositive de rappel sur quelques dispositions du SDAGE, donc du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, qui s'appliquent aussi aux cours d'eau intermittents. Agir plus vite et plus fort face au changement climatique, préserver, restaurer les espaces de bon fonctionnement de ces cours d'eau, préserver les réservoirs biologiques et renforcer leur rôle de zone refuge aussi, restaurer la continuité écologique, décloisonner les milieux, restaurer les habitats en ciblant les actions les plus efficaces, atteindre et préserver l'équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant l'avenir. Tout ça, et les solutions fondées sur la nature, elles s'appliquent aussi aux cours d'eau intermittents. Or, force est de constater que lorsqu'on on s'intéresse à faire de la restauration écologique, ces milieux sont fréquemment oubliés.
Alors, quelques exemples, 3 exemples. Un premier sur l'Iseron, qui est un petit affluent en rive droite du Rhône, dans le sud-ouest de Lyon. C'est un cours d'eau qui est fortement intermittent. Donc là, vous avez une carte en haut à droite sur laquelle vous avez tous les ouvrages, les seuils qui étaient présents, qui faisaient obstacle à la continuité écologique. Il y a une grosse politique de restauration de cette continuité écologique sur 35 seuils. Et donc, sur la carte du bas, vous avez voilà, ce qui reste après le travail. On voit qu'en gros, l'essentiel de l'Iseron, l'axe a été bien décloisonné. Alors ça, on s'est rendu compte que c'était particulièrement important. Pourquoi? Vous avez ici un résultat de suivi qui a été fait par la Fédération de pêche du Rhône, qui montre donc l'évolution des biomasses de l'amont à l'aval, à partir des distances à la source. En pointillé orange, vous avez les biomasses de truites post-sécheresse, avant les travaux de restauration, donc en 2006, qui avait été une année particulièrement sèche. En bleu, vous avez l'évolution des biomasses lors d'étés humides, moyennés sur 2011 et 2014. Et en rouge, vous avez la moyenne des biomasses après travaux, donc lors d'étés particulièrement secs, donc sur 3 années. Et ce qu'on voit, ce que la Fédération de pêche est arrivée à mettre en évidence, c'est qu'en fait, tout l'aval s'assèche chaque année et parfois pendant plusieurs mois. Et on a une migration des truites lorsque les températures commencent à augmenter ou que le débit commence à diminuer. Une migration des truites sur l'amont de l'Iseron, qui est classé en réservoir biologique, où les truites vont passer l'été au frais. On a une alimentation par les eaux souterraines du réservoir biologique. Et ensuite, les truites vont pouvoir redescendre voilà, à l'aval lorsque il y aura une remise en eau du tronçon aval. Il y a une super vidéo qui a été faite par la Fédération de pêche. Je ne la présente pas là, on n'a pas le temps, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y jeter un œil. Un deuxième exemple sur la restauration du bassin de la Cloge. Donc, dans les années 50, 80% des 400 mètres du linéaire de cours d'eau de la forêt de Chaux ont été complètement rectifiés. Et on a observé des assecs de plus en plus nombreux. Et sur la Cloche, qui est le drain principal, 7 km de cours d'eau qui étaient pérennes sont même devenus intermittents. On a une diminution du nombre de taxons d'éphémères, de plécoptères, de trichoptères, voilà, assez drastique entre 1970 et 2006. Depuis 2007, 45 km de cours d'eau sur 32 affluents de la Cloge ont été reméandrés. Donc vous avez à gauche une photo avant, d'une tête de bassin qui était complètement rectifiée, et après reméandrage. Ce que les résultats montrent, c'est que après plus de 10 ans de suivi, on a un exhaussement du niveau de la nappe de 20 cm et une réduction des périodes d'assec de 3 semaines en moyenne. La chenalisation avait vraiment pour conséquence d'augmenter, d'intensifier les assecs. Et on a eu une réponse positive aussi sur les invertébrés qui ont été suivis. Et puis un dernier exemple sur la Baillerie à son débouché au niveau de Banuls-sur-Mer. Là, sur l'aval, en fait, on avait donc un cours d'eau qui était à sec l'été et qui avait un lit qui avait été remblayé, nivelé pour pour servir de parking en période estivale. Et eh bien, ce tronçon aval a fait l'objet d'une restauration très intéressante avec une approche paysagère dans la ville qui a été réalisée. Donc voilà, on fait de la restauration sur les cours d'eau intermittents aussi, et il faut en faire, il ne faut pas les oublier. Donc en conclusion, le phénomène d'intermittence, il est vraiment présent sur l'ensemble du bassin et il va très probablement gagner en ampleur et s'intensifier. On a donc un réel intérêt à continuer à restaurer les habitats, décloisonner les milieux, permettre l'accès aux zones refuges, comme l'Iseron permettait de l'illustrer, préserver et restaurer le bon fonctionnement des milieux aquatiques, voilà, veiller à un meilleur partage de la ressource. Tout ça, ça s'applique aussi aux cours d'eau intermittents. Continuer à agir plus vite et plus fort et préserver et restaurer des écosystèmes sains et fonctionnels. Ça, c'est tiré du plan d'adaptation au changement climatique du bassin Rhône-Méditerranée-Corse qui vient d'être adopté. Et puis, donc, voilà, je redis l'importance de communiquer sur la valeur de ces cours d'eau. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Peut-être arrêter le partage, je sais pas. Ouais, Oui. c'est parfait. Merci.
Ah, ça y est, ça revient. Je n'entends plus rien. Est-ce que c'est normal? Ah oui, donc je parlais, mais mon micro était coupé, pardon. Oui, tous les micros ont été coupés en fait et tout était recoupé. C'est pour ça D'accord, que donc je ne sais pas si vous m'avez entendu du coup. Je vais reprendre un peu. Merci à Benoît, Thibault et Michel pour finalement cette première évaluation. Ça nous permet de faire un premier diagnostic finalement sur ce problème d'intermittence des rivières qui, de mon point de vue, n'est pas bien connu du public et même scientifique. Voilà, le diagnostic est posé, on voit bien que ces milieux sont ignorés, mal cartographiés, moins protégés, etc. On voit quand même qu'il y a des solutions qui émergent. Donc, on va pouvoir discuter un petit peu à la fois du diagnostic et des solutions. Alors, il y a une première question très concrète. Donc, on a un bravo pour la restauration de la cloche. Et une personne voudrait savoir, Catherine, pardon, voudrait savoir qui porte ce projet. Oui, alors c'est un projet qui a été porté par l'ONF, qui s'est beaucoup impliqué sur le sujet de la restauration des têtes de bassin versants, donc sur la partie en forêt de chaux. C'est le bureau d'études Téléos qui s'est impliqué sur la partie suivie. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la cloche en tant que telle fait l'objet aussi de restauration. Voilà. Mais l'ONF, en tout cas, a été sensibilisé au sujet et considère ce type de restauration aussi dans d'autres secteurs forestiers. Alors, une question, on voit bien qu'il y a besoin de protéger. Une question sur le degré d'intervention qu'on peut se permettre, à la fois en termes financiers, en termes de capacité de faisabilité. Est-ce que vous avez un peu des éléments sur cette question déjà primaire de savoir est-ce qu'on doit intervenir ou pas? Alors, si je peux juste rebondir sur ta question là-dessus, en fait, et les besoins en eau, puisque il y avait aussi le pendant de savoir quels sont les besoins. Alors, les besoins, ils vont être spécifiques en fait au contexte local, c'est-à-dire que ça dépend du type de milieu qu'on a, du type d'espèce, et donc il faut faire du cas par cas. Mais on voit bien qu'il est important d'anticiper en fait, et l'intervention, elle doit être anticipée sur le fait que il faut accompagner. Alors accompagner, ça veut dire effectivement permettre aux espèces de migrer, donc l'importance en fait du décloisonnement des seuils et de permettre aux espèces migratrices de remonter vers des eaux plus fraîches, par exemple, et qui sont des zones où il y a effectivement de l'eau. Ça a été montré sur le Massif central et sur d'autres zones. En fait, c'est quelque chose qui est notamment une tendance aussi par rapport au réchauffement des eaux. Donc ça, c'est un vrai point important, comme l'a montré clairement Benoît donc, sur le cas d'Iseron. Et deuxième point important aussi par rapport à ça, c'est la notion de zone refuge. Et donc d'anticiper en fait la façon dont ça va passer en ASEC et s'il va persister en fait des zones refuge à certains endroits à proximité de ces ASEC pour permettre à des espèces en fait de se protéger et après de recoloniser le milieu une fois que le système sera en eau. Donc ces deux points qui sont fondamentaux. Et je dirais qu'après il y a un autre point qui est très important, c'est de regarder la qualité des eaux en fait qu'on va avoir et donc tout ce qui va être rejet. Le bilan prélèvement rejet, en fait, et notamment les rejets de stations d'épuration, les épandages agricoles et tout un tas de sujets en fait qui peuvent amener des pollutions et donc de la maîtrise de ces pollutions-là, notamment en période où il y a peu de dilution, est un sujet qui est vraiment important et donc il y a besoin d'accompagner en fait cette prise en charge en fait de ces rejets et une maîtrise de cette qualité des eaux. Après peut-être que Benoît et Thibault veulent rajouter des choses. On va comme, alors, il y a justement là-dessus, il y a un exemple là de Diane Maître qui nous vient de Genève. Ça, c'est très bien. À Genève, cela fait 2 étés que l'État a pris la décision de mettre de l'eau du réseau dans la Drise, une rivière d'importance au niveau cantonal, et cela représente environ 8 litres par seconde et a permis de conserver la faune aquatique, notamment une belle population de truites, mais à un coût de plusieurs dizaines de milliers de francs suisses. Qu'en pensez-vous? Que pensez-vous de cette mesure? Moi, je ne peux pas répondre à ça en tant que scientifique. C'est pas, voilà. Après, il faut connaître un peu les enjeux, mais c'est comme, pour faire écho aussi avec la première question,
Il n'y a pas une solution unique qui va marcher partout. Donc, en fait, tout dépend des enjeux, tout dépend des contextes. Voilà, remettre de l'eau dans une rivière, si elle s'assèche parce qu'il y a trop de prélèvements, bah, faut aussi réfléchir peut-être à discuter des prélèvements plutôt que d'aller chercher de l'eau d'ailleurs pour en remettre. C'est la première. Voilà. Et puis, plusieurs milliers de francs suisses, mais peut-être que la population truite, elle attire plusieurs milliers de francs suisses de pêcheurs, de touristes, je ne sais pas. C'est très difficile de répondre, et notamment d'un point de vue scientifique, sur un tel contexte. Non, mais je pense que on peut aussi discuter un petit peu de différents aspects. C'est bien l'enjeu de la préservation de nos milieux. Donc, comment on dégrade, peut-être qu'il faut réparer. Et si on dégrade moins, on réparera moins. Ça me paraît être intéressant comme discussion. Il faut aussi Tout à fait. regarder s'il y a des espèces patrimoniales exceptionnelles à protéger. Donc, il faut cibler en fonction des enjeux, y compris patrimoniaux. Et puis derrière, effectivement, regarder les bilans besoins-ressources et qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que remettre de l'eau, si on peut effectivement faire du soutien d'étiage, bah, il faut essayer de le faire. Si par contre, il n'y a pas les ressources pour le faire, il faut essayer d'envisager les choses de manière, on va dire, un peu palliative, en essayant d'accompagner de façon à ce que les dégâts soient le moins forts possible. Et donc, il faut regarder tous les enjeux qui sont autour. On ne peut pas détricoter le système en disant on ne regarde qu'une partie, puisque le reste est impactant aussi. Donc, Alors, Oui, puis oui, vas-y, pardon. Oui, ce que je Thibaut. veux rajouter, c'est qu'après, il faut faire attention. On a appris ces dernières années que les solutions techniques, technologiques, miracles, dont le béton des 100 dernières années, ce n'était pas des solutions viables et qu'on est en train de les enlever pour les remplacer par des solutions fondées sur la nature. Donc là, j'ai envie de dire, le premier flex, c'est de dire attention, ce qui peut être une solution aujourd'hui, ça se trouve, ça ne le sera pas dans 5 ans. Donc, il faut peut-être plutôt réfléchir à des solutions viables, fondées sur la nature quand c'est possible, plutôt que penser que technologiquement, on pourra prendre de l'eau des glaciers du Rhône pour aller alimenter une rivière à Genève, ça on doit pouvoir le faire. Mais il y a aussi une idée de se projeter dans le futur qui est assez incertain, mais on connaît la trajectoire, et de ne pas prendre des décisions techniques qui seront plus pertinentes dans 5 ans. il faut penser à la résilience. Et en tant que. Donc, moi, je suis vice-président de la l'AIGECO, donc qui est l'association des acteurs de l'ingénierie et d'hygiène écologique. C'est un sujet qui est prégnant et les pouvoirs publics là-dessus sont très à l'écoute en fait du développement des solutions fondées sur la nature. Donc, c'est un sujet sur lequel il faut absolument avancer. Plus qu'effectivement que d'artificialiser en fait des cours d'eau. C'est un point important pour la résilience parce que l'adaptation au changement climatique, c'est aussi donner des clés en fait aux espèces et aux biotopes pour qu'ils s'adaptent d'eux-mêmes et qu'ils puissent se retrouver à trouver des solutions en fait d'équilibre différents au niveau des assemblages d'espèces ou de structuration des écosystèmes. Oui, sachant qu'en France, juste très rapidement, on a un outil, enfin les PTGE, les projets de territoire sur la gestion de l'eau, et aussi les plans de gestion de la ressource en eau, où c'est là où, à l'échelle d'un territoire et des différents usages de ce territoire, on va mettre à plat finalement les besoins de ressources en eau, où on intègre aussi les besoins de la rivière et des milieux aquatiques. Et c'est dans ces cadre concerté que on a ces discussions, on regarde où est-ce qu'on peut faire des économies d'eau, etc. Donc ça, c'est typiquement des discussions qu'on a dans les territoires. Il y a une question, on poursuit un petit peu dans ce domaine il y a d'autres questions, par exemple, sur les méthodes de diagnostic, etc. On continue peut-être un peu sur ce thème et on se pose la question lorsqu'on fait du soutien d'étiage, notamment par les rejets de steppe, on a souvent mis en avant des discussions sur la reuse. Donc, comment vous voyez un petit peu cette dualité? Ça dépend. Vas-y. Ouais, Allez, on va laisser un peu moi, Thibaut. juste parce qu'on y fait face dans plusieurs cours d'eau. Alors, de manière globale, c'est plutôt, moi, ce que j'ai vu, c'est plutôt des rejets sauvages, entre guillemets. C'est qu'il n'y a pas d'autre solution, donc on les balance dans une rivière où il n'y a pas d'eau, parce qu'on ne sait pas les air infiltrés dans la nappe. Mais en fait, c'est pas de la réhute, ça. C'est des effluents qui sont contaminés. Il y a une charge quand même en nutriments qui est assez forte. Il y a plein de produits pharmaceutiques qui ne sont pas traités dans les steppes qu'on balance dans le milieu. Et quand on rejette dans un cours d'eau intermittent qui n'a pas d'eau, ça va directement dans la nappe, en fait. Donc, j'ai envie de dire, c'est pareil. Dans certains cas, des effluents propres qui permettraient de faire du soutien d'utiage, pourquoi pas. Mais au jour d'aujourd'hui, moi, ce que j'ai vu et ce que je vois encore sur le bassin versant à 200 mètres de chez moi, c'est des rejets un peu sauvages parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Il y a une espèce de flou juridique. Donc, on balance dans la rivière. Quand elle n'a pas d'eau, c'est une catastrophe. Et j'imagine même pas ce qui se passe dessous. Alors, peut-être pour répondre à la question de manière un peu plus précise, si je pense que la question était plutôt dans ce sens, si au lieu de rejeter dans la rivière, on réutilise l'eau pour faire une utilisation d'irrigation, par exemple,
qu'est-ce qui se passe du point de vue de la rivière? Alors, du point de vue de la rivière, c'est une ressource en moins, puisqu'il y a moins d'eau qui va arriver. En fait, la vraie question sur la réutilisation des eaux, c'est qu'est-ce qu'il y a en aval? Quand on est sur un bassin versant sur lequel, en fait, c'est de l'eau qu'on prélève sur une rivière et qu'on ne le renvoie pas à la rivière, du point de vue purement quantitatif, c'est moins d'eau dans la rivière. Du point de vue qualitatif, il y a une amélioration potentielle puisqu'on ne rejette pas les pollutions. Donc, la vraie question, ça va être où est-ce qu'on se trouve? Si on est en bord de mer, ces eaux-là, elles iraient en mer, donc elles peuvent être utilisées de manière intelligente en faisant du rio. Sur tout le littoral, c'est très intéressant de le faire, puisque c'est de l'eau qui serait perdue autrement. Dès qu'on commence à être dans des secteurs qui sont loin du bord de mer, la question, il faut vraiment la regarder à la fois du point de vue qualitatif et du point de vue quantitatif, et regarder quel impact ça aura sur le milieu récepteur, parce que c'est pas anodin. Après, effectivement, il faut toujours systématiquement chercher à avoir des rejets qui soient de bonne qualité, de la meilleure qualité possible, hein, pour répondre à ta commentaire, Thibault. Si on enfonce le clou, il y a une question assez précise en disant, voilà, est-ce qu'on connaît l'influence quantitative et qualitative de ces rejets de steppe ou des prélèvements agricoles sur les rivières intermittentes? Si on essaie vraiment d'être encore plus précis, est-ce qu'on a les moyens de répondre à une question comme ça? Oui. Alors en France, je connais très peu, je ne pense pas qu'il y ait eu d'études scientifiques, en tout cas, il y a peut-être des Benoît, tu compléteras, mais par contre aux États-Unis, il y a des exemples très très clairs. En Arizona, en fait, c'est leur politique, hein. Ils traitent les effluents le plus proprement possible et ils ont remis de l'eau dans une rivière qui s'appelle la rivière Santa Cruz, qui passe à Denver. Et ils ont montré qu'il y a eu un retour très rapidement, il y a un retour de tout un cortège d'espèces emblématiques, de libellules notamment qui sont menacées, etc. Donc il y a un effet positif, mais ça c'était il y a 2 ans, puis ils sont en train de se rendre compte que, en fait, ils ont beau faire ce qu'ils veulent, il y a plein de contaminants émergents qu'on ne traite pas, qu'on ne sait pas traiter aujourd'hui et qui passent quand même. Donc c'est un double effet en fait, donc il n'y a pas une conclusion très nette. Sur les prélèvements, c'est aussi en général, c'est le cas de la Cloge, hein, typiquement, la Cloge c'est une rivière qui est très en lien avec sa nappe, donc quand on a rectifié, on a fait baisser la nappe, donc on assèche la rivière. Donc quand on prélève dans un système où il y a des liens nappe-rivière très forts, on assèche les rivières. Et ça, il y a des exemples, y compris en France, où on le voit très bien apparaître. Benoît, tu dois en avoir en tête, j'imagine. Oui. On a quelques cas d'études sur des territoires qui se sont donné les moyens d'étudier cette question, avec de la modélisation, prenant en compte les eaux souterraines et qui sont arrivés à faire de la quantification. Mais ça reste assez rare à ma connaissance. C'est bien cette réponse, Benoît, parce qu'il y a justement une question sur les projets que vous avez présentés. Est-ce que les échanges de nappes-rivières ont été pris en compte? Alors, à ma connaissance, oui, après à des degrés divers, mais sur l'Iseron, par exemple. Alors, l'Iseron a fait l'objet d'une restauration morphologique sur la partie aval, au niveau d'Oulin, où on avait une cunette en béton. Et on est venu enlever le béton, on a un peu, entre guillemets, repoussé les murs, redonné de la place au cours d'eau comme on a pu, parce qu'on était dans de l'urbain dense. Et on a redonné un lit avec un substrat au cours d'eau. Et donc là, dans ce cadre-là, effectivement, il y avait eu des études qui avaient été menées par l'INRAE pour essayer de prendre en compte cet aspect-là. Sur la Cloge, il y avait un suivi avec des piézomètres aussi qui étaient en place. Donc voilà, sur ces projets-là, oui, il y a eu des tentatives de prendre en compte. Après, entre des fois ce qu'on prévoit et la réponse qu'on va réellement avoir, il peut y avoir certains décalages, mais en tout cas, oui, ça a été pris en compte. Dans le principe, Vas-y, Michel. Dans le principe, ce que tu présentais tout à l'heure là sur les échanges de nappes-rivières, en fait, le fait de reméandrer en fait une rivière pour lui redonner un cours naturel favorise en fait ces échanges et évite en fait un abattement trop fort en fait de la nappe. Quand on a une chenalisation de rivière, c'est très mauvais de toute façon, à la fois pour la nappe et pour la rivière. Donc, Oui, ça, on a quelques autres cas où avec des suivis, on a pu voir l'avant-après. Là, j'ai présenté la Cloge, mais on a d'autres cours d'eau qui n'étaient pas nécessairement intermittents, mais sur lesquels on a eu des suivis de nappe. Et après reméandrage, on a vu cet effet de rehausse de la nappe. Après, le challenge, pour moi, il est un peu méthodologique, c'est-à-dire que les communautés hydrologues et hydrogéologues, elles ne sont pas forcément des mêmes écoles et ils n'ont pas les mêmes outils, en tout cas pas les mêmes échelles de travail. Ça commence à changer. Je prends l'exemple de collègues à Rennes.
l'équipe de Jean-Renald Drusy pour le citer, qui ont des modèles qui travaillent sur calibrer la capacité de la nappe à laisser passer de l'eau et qui arrivent à expliquer les assèchements surface. Donc ils utilisent le réseau onde pour quel est leur modèle et donc via une entrée souterraine, ils arrivent à expliquer et à modéliser les patrons d'assèchement surface. Mais ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup d'instrumentation. De toute façon, la base nationale de piézomètre, elle n'a pas forcément été la mise en place pour pouvoir suivre les débits des cours d'eau, hein, ce n'est pas son objectif. Donc, ça demande d'installer des piézomètres, souvent, ce qui a un prix. Voilà. Mais il y a quand même des études de plus en plus intégratives qui voient le jour et qui sont super pour comprendre les mécanismes, mais aussi derrière pour faire des modèles pour la gestion. Alors, merci. Et j'en profite pour un petit coup de pub pour le prix de l'ASTE, de thèse de l'ASTE, pardon. Et on a eu quelques excellents travail sur ces liens entre nappes et rivières. Hein. Donc, c'est vraiment un des sujets. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, dans votre entourage, à faire postuler les jeunes qui ont passé leur thèse en 2023 au prix de l'ASTE. Voilà, merci. Alors, je poursuis. Donc une autre question, cette fois-ci un petit peu plus qui va t'intéresser, Michel, sur notamment la mise au point, un travail pour mettre au point des méthodologies de diagnostic des cours d'eau intermittents pour les gestionnaires, acteurs de terrain. Donc voilà, on va rentrer dans la praticité, comment on mesure, hein, parce qu'avant d'agir, il faut caractériser. L'état biologique, l'intermittence, enfin la physique, la biologie, etc. Mais c'est très amusant parce que, comme je le disais dans les questions ouvertes, en fait, c'est que quand ils ont développé la directive cadre européenne, ils sont passés complètement au travers des rivières intermittentes. Et ce qu'ils ont mis en place à l'époque, en fait, le bon état écologique, comment est-ce qu'on le caractérise sur une rivière intermittente, c'est tout sauf simple, en fait. Et je pense que là, Thibaut peut éventuellement fournir quelques éléments. Deux exemples hein, pour aller dans ton sens, Michel. On regarde la distribution des stations de jaugeage de la Banque Hydro, donc un outil fabuleux hein, et assez unique au monde pour pouvoir faire plein de choses. Donc, ça va prévenir le risque de crue, mais modéliser le débit des cours d'eau, y compris sous le changement climatique. En fait, le ratio du nombre de stations qui sont sur des tronçons intermittents par rapport à leur prévalence, elle est, je vous l'ai dit, ça doit être 3 ou 4% pour 30 ou 40% de cours d'eau. Ça montre déjà que d'un point de vue quantitatif, il y a tout à faire. C'est pas simple. Je vous ai montré tout à l'heure comment ça c'est dynamique, mais il y a voilà, avec les outils, alors il y a à la fois les images satellites pour les grands cours d'eau qui commencent avec Sentinel-2 à pouvoir donner des sources d'informations. Il y a des capteurs qui commencent à être mis en place. J'ai vu qu'il y a des startups à Douarn-Garonne, ils sont en train de travailler sur une espèce d'outil qui mesurait la température, le niveau, la présence d'eau, etc. On y vient, il n'y a pas de méthode aujourd'hui qui existe, mais on y va. Je pense que c'est une affaire de 5 ans pour la partie physique. Pour la partie biologique, c'est extrêmement difficile. Ça a mis, voilà, les années 90, on est en 2023, ça a mis longtemps à pouvoir mettre en place des outils de diagnostic basés sur la biologie pour afférer sur l'état écologique des masses d'eau. Ça n'a pas été fait sur les eaux souterraines, c'est très compliqué, et ça n'a pas été fait sur les cours d'eau intermittents, et c'est aussi compliqué. Il y a des pistes, j'ai vu dans le chat des questions sur l'ADN environnemental, mais finalement l'ADN environnemental, c'est appliqué au contexte actuel de la directive cadre, ça n'apportera pas grand-chose. On améliore un peu le grain taxonomique, donc certaines espèces qu'on normalement ne sait pas classer, je pense aux diptères, aux chironomes, qui sont très sensibles aux assèchements. C'est-à-dire via ces communautés-là, on a peut-être des taxons indicateurs qu'on n'est pas capable de voir avec les approches des CE classiques. Ça permet d'améliorer un peu. Malgré tout, on reste dans un contexte où la référence, elle a été faite en l'absence d'assèchement. Or, il y a plein de têtes de bassin qui sont encore en état de référence, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, mais qui subissent des assèchements. Et à partir du moment où ils subissent un assèchement, les communautés biologiques, elles y répondent comme un stress. Donc, si on applique l'approche actuelle, de toute façon, on n'arrivera pas au bon état. Donc, il faut revoir l'approche même de qu'est-ce que c'est qu'une référence. Est-ce qu'on n'est pas capable d'avoir des références qui bougent dans le temps et l'espace? C'est aussi plus largement un contexte, Benoît, tu rebondiras, mais voilà, dans un contexte de changement climatique, après 20 ans de décès, on sait que les références ont bougé. Donc, comment on fait ça? Donc, il y a des pistes, mais ce n'est pas pour demain et ce n'est pas l'ADN environnemental qui va tout solutionner, même si ça va apporter pas mal d'améliorations. Bon, ben, c'est bien, tu as répondu à la question avant que je la pose, donc c'est parfait. Je passe à une suivante. Alors, finalement, on revient un petit peu au cloisonnement qu'on a fait et donc à la nécessité de restauration. Et on a une question sur le rôle des castors. Est-ce qu'ils pourraient participer finalement à l'amélioration de ces zones et notamment peut-être, alors si je comprends bien la question, hein, en faisant sauter les bouchons. Eux, ils ont tendance à maintenir de l'eau en fait plus sur l'amont des cours d'eau puisqu'ils créent des barrages en fait. Donc implicitement, ils maintiennent des zones refuge en fait indirectement en faisant ce qu'ils font.
Alors, après, Oui. ouais, vas-y. Il faudrait étudier peut-être. Avec un petit bémol, avant que Benoît, je te laisse la parole, avec un bémol qu'un barrage de castor, c'est pas étanche, parce que c'est très pris en compte en disant, on n'a qu'à remettre des seuils de moulins partout, ça fait des réserves, etc. C'est faux. Le barrage de castor, il laisse passer les espèces, en tout cas une bonne partie. Après, la question avec les castors, ils sont pas de partout et qu'ils ont besoin d'eau. Donc en fait, à partir d'un certain grade d'intermittence, de toute façon, on aura beau essayer de les mettre, les castors, eux, ils reviennent pas naturellement, et même en les introduisant, ils resteront pas, à mon avis. C'est clair. Ouais. Ouais, après, juste pour compléter, avec le recul qu'on commence à avoir et le recul notamment des Américains aussi, on se rend compte que le castor, c'est aussi un formidable allié pour la restauration écologique des cours d'eau. C'est-à-dire que quand il va créer son barrage sur des petits milieux, ça va avoir tendance à à ouvrir d'autres chenaux. Voilà, la rivière va chercher naturellement à contourner l'obstacle, ça contribue à diversifier les écoulements. Et il y a toute une équipe américaine mais les Anglais aussi, on commence à voir ça se développer, qui voient vraiment le castor comme un allié et qui vont même jusqu'à en fait, préconiser la construction de ce qu'on appelle d'ouvrages low-tech qui imitent en fait le castor. Donc il y a des ateliers participatifs là-dessus parce qu'on s'est rendu compte que les milieux étaient bien plus résilients. Voilà, ça permet d'amorcer en fait de la restauration écologique à moindre coût. Donc c'est quelque chose qui est assez intéressant. C'est du génie écologique indirectement, ce qu'on peut faire quand on fait de la rénovation berge, etc., ou de lits. Et donc, c'est particulièrement important ce que tu disais, Thibaut, sur le fait que ça n'empêche pas l'écoulement et la remontée des espèces, la migration des espèces. C'est pas un seuil en béton, ça n'a rien à voir. D'autant plus que ça va permettre le fluage aussi de certaines particules, ça permet de maintenir l'oxygénation de l'eau. Donc, il y a plein d'effets positifs qu'on ne retrouve pas sur un seuil en dur. Hein. Est-ce qu'on a aussi là aussi une connaissance quantitative? Est-ce que les castors pourraient rendre pérenne une rivière qui serait intermittente? On peut aller jusque-là ou pas? Et est-ce que c'est un objectif? Ça dépendra de l'intermittence. Si c'est une intermittence très courte durée, peut-être, mais globalement, ça ne permet que de retarder en fait l'arrivée de l'intermittence. Parce que fatalement, s'il n'y a pas d'eau, à un moment donné, ça va passer à sec quand même. Hein. Moi, je vais juste rebondir parce qu'en plus, il y a une deuxième partie sur cette question qui est très pertinente. Et on tombe dans on est très exactement en train de faire ce qu'il ne faudrait pas faire, à mon avis, c'est qu'on voit l'intermittence comme un problème. D'accord? Donc, on est en train de parler de solutions. Et en fait, dans un certain nombre de cas, alors peut-être pas les 30 à 40% du linéaire, mais là, cette intermittence, elle est naturelle. Donc, pourquoi vouloir rendre un milieu pérenne alors que naturellement, il est intermittent? Et là encore, y compris moi, dans les discours, là, on voit bien qu'on est quand même marqué par intermittence égale changement climatique égale problème à régler. Il faut vraiment se dire, c'est là qui est complexe, c'est une problématique très complexe, c'est que dans une bonne majorité de cas, en France actuellement, l'intermittence est naturelle. Donc pourquoi vouloir remettre de l'eau à tout prix dans un système qui, voilà, il y a des espèces qui ont besoin d'assèchement, j'en ai pas parlé, pour faire leur cycle de vie. Mais il y a effectivement des cours d'eau qui commencent à s'assécher, il y a des cours d'eau qui s'assèchent au-delà des seuils de tolérance des espèces. Donc c'est tout un... Mais il faut faire attention à ne pas voir l'intermittence comme un problème, parce que sinon on tombe exactement dans les perceptions qu'on est en train d'essayer de changer nous-mêmes avec Benoît. C'est un peu la même chose que le cas des crues, c'est-à-dire que ça va avoir une fonction régénérative pour certaines espèces pionnières qui ont besoin en fait de ces ruptures de continuité pour pouvoir repartir. Et si on laisse un système qui est stabilisé à débit constant, on va se retrouver avec des espèces toujours les mêmes. Et c'est important. Une rivière, c'est quelque chose qui flue et qui change. Et donc, après, tout dépend de la durée de l'intermittence ou dépend de la longueur du périmètre qui est intermittent. Donc, si c'est des petits morceaux qui sont intermittents, c'est pas forcément catastrophique. C'est sûr que si c'est tout le cours de la rivière, c'est beaucoup plus critique. Donc, il faut faire du cas par cas dans ces éléments. Vous avez raison de préciser ça, parce que moi, en étant le novice, finalement, j'avais quand même un peu cette perception. Donc, on voit bien qu'il faut lutter contre. Hein. Donc, ça, c'est tout à fait judicieux. En fait, on peut se poser un peu, finalement, maintenant, les questions des principaux projets de recherche appliqués en cours et quels sont les enjeux qu'ils portent? Est-ce que vous avez connaissance de ça ou est-ce que ça bouge? Bon, bien sûr, Thibaut est là, donc on voit que ça bouge. Oui, ça bouge au niveau français. Derrière. Au niveau français, grâce à des soutiens comme RMC, historiquement, ça a été parmi les premiers. Alors, j'ai vu que vous avez du coup donné la main. Il y a Loire-Bretagne, il y a Dour-Garonne qui s'y mettent aussi, c'est très bien. En fait, il y a quand même un paquet de projets de recherche qui émergent au niveau français et européen, tant sur l'aspect modélisation hydrologique, est-ce qu'on est capable de faire, de projeter dans le futur, sur l'aspect, je parle de recherche appliquée, de recherche
voilà, c'est quoi le débit écologique pour une rivière intermittente et qu'est-ce que c'est qu'une typologie de l'intermittence, comment on définit le bon état écologique de l'intermittence. Donc tout ça, c'est en train d'émerger. Il y a plusieurs groupes de recherche en France et on a un réel soutien, je tiens à le remercier, de l'agence de l'eau RMC. L'OFB a aussi beaucoup soutenu. Donc voilà, on est soutenu scientifique. On n'est pas assez nombreux, à mon sens, à travailler sur cette thématique parce qu'on ne peut pas tout faire. Il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est en train de Voilà. prendre pied. Et comme on arrive à 14 heures et qu'on essaie de respecter les temps pour que chacun puisse aller poursuivre ses projets, et notamment peut-être sur les rivières intermittentes. Donc on va s'arrêter là. En tout cas, un grand merci déjà aux 3 intervenants, donc Thibaut, Benoît et Michel. Merci finalement à tous ceux qui ont participé. Vos questions ont été vraiment extrêmement intéressantes et pertinentes. Donc je pense qu'il y a un milieu qui pourrait se structurer et vous avez entendu l'appel de Michel. Voilà, donc vous avez vu que le comité de la recherche de l'AST cherche finalement à faire se rencontrer les gens, notamment de la recherche et l'opérationnel. Là, je crois que honnêtement, moi, je suis convaincu que ça a été très bien. Il y aura d'autres webinaires, Web Café Innovation sur ce sujet, hein, donc on vous recontactera là-dessus. Voilà, donc merci à tous et à toutes. Merci. Merci beaucoup et joyeuses fêtes. Bonne fête de fin d'année à tous. Bonne fête de fin d'année à tous. Voilà. Voilà, et puis nous, un petit merci en privé parce que vraiment c'était très, très passionnant. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, Adèle, et qu'est-ce qu'en pense Déborah, mais